Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre en ligne pour cette Journée mondiale de la philosophie depuis l'UNESCO qui commence ce matin et qui va se poursuivre jusqu'à demain vendredi, tard dans la soirée. Afin de lancer la Journée mondiale de la philosophie, j'aimerais donner la parole à la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, qui va diffuser un message. Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, cette journée mondiale de la philosophie est à plus d'un titre exceptionnel. C'est une célébration de la philosophie au milieu des crises, crises sanitaires, sociales, économiques, climatiques, crises existentielles aussi. Parce que cette pandémie interroge de nombreux aspects de nos sociétés, de notre vie, de notre rapport à la société, de notre rapport à l'économie, à la politique. Et c'est dans ces moments qu'on réalise que la philosophie est toujours vivante, toujours nécessaire, toujours en action, chevillée au corps de l'être humain, selon les mots du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. La philosophie n'est nullement un luxe des temps calmes. Et au cœur des incertitudes, elle se révèle plus nécessaire que jamais, parce qu'en interrogeant le monde, en faisant un pas de côté, elle permet de voir plus loin. Dans le riche programme qui a débuté dès hier, c'est toute l'étendue de l'investissement de l'UNESCO pour la philosophie, de l'investissement de ses partenaires aussi, qui est mise en évidence. Au siège de l'UNESCO, nous accueillons en ligne les 19e rencontres sur les nouvelles pratiques philosophiques qui réunissent tous ceux qui œuvrent à faire sortir la philosophie de ses espaces et de ses formes convenues, par exemple en soutenant et en encourageant la pratique des enfants. En Amérique latine, nous nous appuyons sur le dynamisme du réseau régional des femmes philosophes. Depuis Harare ou Dakar, depuis Beyrouth aussi, nos partenaires témoignent de leur attachement à la philosophie et de leur capacité à la faire dialoguer avec leurs sujets de préoccupation régionales spécifiques. Et en Asie, nous nous associons au 6e Forum mondial des humanités, organisé par la République de Corée, où il est question d'harmonie, de coexistence et de prospérité partagée. Mais il y a bien sûr la Covid-19, et il importe aussi de la regarder comme un objet pour la philosophie. Nous le ferons aujourd'hui et demain avec une série de tables rondes accessibles à tous en ligne, qui traiteront de questions de fond, ce qui nous est commun, la santé, le langage, la peur aussi, à la lumière de cette pandémie, et en faisant cette démarche de distanciation par rapport à la domination de questions purement techniques dans le débat public. Si l'éthique est affaire de visage, comme le disait Emmanuel Lévinas, qu'est-ce que c'est qu'une société où l'on circule masqué? Depuis le début de cette pandémie, les philosophes résistent et refusent la sidération. Ils pensent, ils discutent, ils interviennent sur tous ces sujets et sur d'autres encore, et nous montrent que les problèmes ne sont jamais réductibles simplement à des questions techniques. En cette journée mondiale de la philosophie, l'UNESCO vous invite donc à mettre en pratique cette distanciation intellectuelle qui est le premier pas vers une sortie de crise durable. Très bonne journée mondiale de la philosophie à tous et à toutes. Merci beaucoup, Madame la Directrice générale, pour votre engagement à l'égard de la philosophie comme axe majeur des programmes de l'UNESCO et évidemment comme sujet de notre travail commun aujourd'hui. La journée étant lancée, j'aimerais maintenant lancer la première des 4 tables rondes que nous avons organisées, qui ne sont, Madame la Directrice générale l'a dit, qu'un élément de notre programme qui comporte beaucoup d'autres composantes que vous trouverez en ligne. Ces 4 tables rondes ont pour vocation de placer la pandémie dans ses différentes dimensions au cœur d'une réflexion proprement philosophique. Nous allons ce matin tout d'abord discuter de la question de l'être ensemble face à la pandémie. Tout à l'heure, cet après-midi, vous trouverez des références là aussi sur le site internet de l'UNESCO. Nous allons parler de la question des langages de la pandémie, tant il est vrai que la question des noms que l'on donne à la situation que nous vivons pose problème, problème beaucoup commenté et sur lequel des philosophes ont vocation à revenir. Demain matin, nous allons parler de la question de la santé.
philosophique depuis toujours, depuis les philosophes de l'Antiquité, mais qui évidemment résonne d'une manière particulière en contexte pandémique. Et demain après-midi, nous allons revenir sur la question de la peur et du risque qui sont évidemment au cœur de la compréhension proprement politique de la pandémie en cours. Bien sûr, beaucoup d'autres angles auraient pu être envisagés. Nous avons retenu ces 4 angles-là pour montrer la diversité, la richesse, la pertinence aussi du discours philosophique sur une situation où le débat public est dominé, force est de le constater, d'une part par l'épidémiologie, d'autre part par l'économie, comme si la question de la mortalité et du PNB suffisait à définir le cadre de nos réflexions. Il est clair que ce n'est pas le cas. Cette première table ronde, j'aurai le grand plaisir de l'animer conjointement avec mon collègue Lamine Diagne, qui prendra le relais tout à l'heure pour la suite de la discussion. Je le remercie et vous aurez le plaisir de vous entretenir avec lui, notamment pour la partie questions-réponses-échanges qui suivra les présentations. J'ai le grand regret cependant de vous annoncer le retrait tardif, juste 1 heure avant notre événement, de Jean-Luc Nancy, qui est souffrant et à qui je souhaite bonne santé et bon rétablissement. Nous avons donc 3 orateurs seulement aujourd'hui et j'aimerais donner la parole tout d'abord pour sa présentation d'une quinzaine de minutes. Ensuite, il y aura tout le temps de discuter à la fois entre les panélistes et avec le public, à Madame Joëlle Zas, qui je crois est prête à intervenir et à qui je donne la parole. Voilà. Vous avez la parole dès que vous êtes prête. Oui, merci beaucoup de participer à cette table ronde. Merci à vous de cette invitation. Merci à l'UNESCO de m'avoir invité à discuter de ce grave sujet qui me semble extrêmement complexe, en effet, à démêler d'un point de vue philosophique, parce que lorsque les philosophes, comme on le sait bien depuis Platon, descendent dans l'arène, ils cessent d'être philosophes, et pourtant il faut bien se mêler un peu des problèmes de notre époque. En tout cas, puisque nous nous demandons à cette table ronde comment la pandémie peut nous inviter à repenser le vivre ensemble et à recréer de nouveaux liens, eh bien, je voudrais commencer en disant qu'il est clair que la pandémie met en risque nos liens, que la pandémie les menace tout à fait considérablement. D'abord, elle nous isole les uns des autres, enfin ça c'est une évidence. Le fait que nous soyons à distance et à bonne distance les uns des autres, évidemment, nous contraint à réinventer des manières de communiquer, et notamment via l'éthique, ce qui pose toutes sortes de problèmes. C'est toute la dimension du face-à-face qui a disparu ou qui tend à disparaître avec ce type de communication. Et le face-à-face est disons, un contact physique qui fait singulièrement défaut. Il y a aussi le problème qu'on ne peut plus franchir les frontières, et ça, je crois que c'est une expérience particulièrement douloureuse pour ceux d'entre nous qui voyagent et qui aussi avons grandi avec l'expérience de l'ouverture des frontières. Et voilà, donc il y a toutes sortes d'isolements. Beaucoup de gens, il suffit d'écouter les psychologues ou les psychanalystes ou même les psychiatres qui attestent à quel point un certain nombre d'individus sont plongés dans une détresse qui est liée à l'isolement, à la rupture des liens sociaux normaux, etc. etc. Bon, donc, mais à cette espèce de forme d'isolement, de distance qui, évidemment, milite en faveur de comment dire, la compréhension de ce en quoi nos liens sociaux seraient en train de se déliter, il y a aussi la méfiance, la terreur même. Certaines personnes deviennent phobiques de l'autre, d'autres sont plongées dans une forme de défiance, puisque finalement chacun d'entre nous apparaît aux autres comme un réservoir potentiel de virus susceptible de franchir la barrière individuelle et donc de le contaminer. Donc, en fait, je pense que se développe aussi, je l'ai constaté à un certain nombre d'égards, une espèce d'agoraphobie, en fait, qui aussi n'est pas très favorable à la reconstruction du vivre ensemble. Et puis, on ne peut pas minimiser non plus des risques, moi, qui me semblent assez réalistes, de crash économique et social, et qui pourraient mener réellement, alors, en forçant le trait, à une guerre de tous contre tous, comme un peu le dépeignent d'ailleurs les romans et les cinémas ou les films de science-fiction.
qui imagine donc très régulièrement comment finalement, à partir du moment où l'humanité entière est exposée à un danger commun, finalement, au lieu de se rassembler, au lieu de former un tout uni contre l'ennemi, en réalité, entrent en guerre les uns contre les autres et voient dans l'autre un compétiteur pour l'accès à des ressources qui n'arrêtent pas de se raréfier. Donc, et voilà, jusqu'à ce que le héros sublime arrive et sauve l'humanité de la perte à laquelle elle courait nécessairement. Donc, je pense que ces images et ces symboles sont évidemment excessifs, mais en même temps, penser le vivre ensemble sans les prendre en considération, ça serait vraiment, à mon avis, se fourvoyer et finalement substituer une espèce de paradis inaccessible à un enfer qui est en train quand même de se réaliser dans une certaine mesure. Donc, je dirais ici, à ce niveau, je dirais que, disons, en appeler à des sentiments humanistes me semble pas nécessairement, ne me semble pas être la bonne solution pour retisser les liens qui semblent être mis en cause par l'expérience de la pandémie. Alors, disons, ces sentiments humanistes que sont l'altruisme, la solidarité, la charité, la foi en autrui, peuvent singulièrement être mis à mal par des situations de crise comme celles que nous vivons. Mais en même temps, faire appel à comment dire, à la rationalité humaine, à cette raison naturelle qui serait logée en chacun d'entre nous et qui est, disons, le ressort profond, par exemple, de la doctrine utilitariste, qui, disons, serait le ressort même de la vision de l'autre comme nécessaire à l'atteinte de mon propre intérêt. En fait, ce qui me permettrait, donc il faudrait que je prenne en considération autrui pour maximiser mon bien, pour parvenir à mes fins, etc. etc. Cette vision-là non plus ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que, au sens où les conditions dans lesquelles, je dirais, la doctrine utilitariste et même les phénomènes utilitaristes peuvent se mettre en place sont justement des conditions qui aujourd'hui font défaut. Et donc, si on ne peut compter ni sur les sentiments humanistes, ni sur la rationalité, que faire? Voilà, moi, c'est la question que je me suis posée dans mes derniers ouvrages qui amorcent un virage écologique. Et j'en suis arrivée à une conclusion que je voudrais vous soumettre, c'est que pour sortir, disons, pour reconstruire un vivre ensemble, disons, dans le monde qui est le nôtre, il faudrait sortir du monde des relations exclusivement interhumaines, d'autant que je pense que si nous en sommes là, c'est justement parce que nous avons exclu de notre existence sociale tous les autres êtres, toutes les autres espèces, toutes les autres réalités, c'est-à-dire que nous avons construit un monde humain sans dehors, en quelque sorte. Alors, ça n'est pas la réalité. Quand je dis le nous, j'ai un peu abusif parce qu'il y a toutes sortes de cultures, de peuples et d'éléments dans l'histoire qui vont à contre-courant de ce que je suis en train de dire. Donc, c'est un nous un peu ethnocentrique que j'assume comme tel pour ne pas avoir à entrer dans les détails. Mais je dirais que ce monde que nous avons construit ressemble à la cité des oiseaux suspendus dans les airs dont Aristophane se moquait déjà il y a 2500 ans. Et ce monde n'est pas en train d'atterrir, comme dirait Bruno de la Tour, mais il est plutôt en train de se fracasser sur la terre qu'on a voulu quitter. On peut penser à la tour de Babel dans un autre registre. Donc, c'est la raison pour laquelle je propose de reconsidérer la nature comme un partenaire actif de nos interactions, de l'intégrer au cœur de nos échanges, de nos projets et de nos constructions, y compris en dur, de nos constructions urbaines, de nos villes, etc., etc. Alors, quand je dis la nature, là aussi, on a un terme extrêmement polysémique, un terme qui va cocher dans les cases d'un très, très grand nombre de philosophies. Donc, il s'agit d'une abstraction sans doute tout à fait abusive, mais disons qu'on peut considérer la nature comme un équivalent du terme d'environnement dans la tradition darwinienne en fonction de laquelle si vous voulez, l'environnement est toujours ce en quoi l'individu est, comment dire, relié. C'est-à-dire que l'environnement constitue pour un individu ses conditions d'existence, mais en même temps, l'environnement est ce donné par rapport auquel l'individu va, disons, soit développer des potentiels de vie, soit au contraire régresser en fonction du contexte qui est le sien. Et donc, en tout cas, ce qui me semble très important dans la tradition darwinienne, c'est de penser l'évolution des espèces par rapport à des environnements, et en même temps de penser cette évolution ou disons, le développement d'un être vivant comme une capacité transformatrice de son environnement, si bien que les équilibres qui sont atteints sont toujours des équilibres, on pourrait dire dynamiques, précaires, relativement contingents,
etc., etc. Et donc, l'interaction qui se situe entre des organismes et des environnements est une interaction voilà, qu'on va pouvoir traduire dans des termes, je pense, éthiques, politiques et sociaux, ce qui a été le cas, par exemple, de la philosophie pragmatiste, dont les pères fondateurs, si l'on peut dire, sont William James, Charles Peirce et John Dewey. Voilà, donc voilà, la nature ici, elle n'est pas sanctifiée, je ne la conçois pas comme une entité originelle, ni comme un stock de ressources, mais bien comme, on pourrait tout simplement dire comme un écosystème. Et donc, en repensant nos liens avec notre environnement naturel, je pense que nous aurions des moyens pour repenser justement les liens interhumains, en quelque sorte les réinitialiser. Et la pandémie me semble l'occasion de considérer justement les processus naturels qui se sont brutalement invités au cœur de nos interactions comme justement des partenaires de nos interactions. Et je veux dire, cette pandémie est la source à la fois d'un mal commun et d'un bien commun. Alors, le mal commun, bon, je crois qu'on l'a largement identifié, je ne vais pas tellement insister, c'est la pandémie elle-même, c'est la Covid-19, c'est le virus, le SARS-CoV-2, qui aurait sauté la barrière d'espèces à cause, d'après les études actuelles, d'une trop grande proximité avec les animaux sauvages. Alors, cette proximité est relativement nouvelle, mais elle est liée à plusieurs facteurs. Le premier facteur, ce serait, pour dire les choses très rapidement, une consommation aberrante des animaux sauvages, y compris une consommation de leur peau, et on ne peut que s'émouvoir du fait que 15 millions de visons atteints d'un autre coronavirus susceptible de sauter la barrière d'espèces à son tour sont promis à l'euthanasie au Danemark. Mais il y a un autre facteur que j'ai étudié dans mon dernier ouvrage qui s'appelle Zoocities, à savoir la destruction des habitats naturels par le défrichage, par les méga-feux, par l'étalement urbain, par la fragmentation, par des terrains, par l'artificialisation des sols, etc. Destruction qui, évidemment, conduisent les animaux à quitter leur habitat naturel dans lequel ils ne trouvent plus à vivre, et si bien qu'ils que certaines espèces entrent en contact, qui étaient éloignées les unes des autres, entrent en contact les unes avec les autres, et par ailleurs se dirigent vers les zones, on va dire, verdies où vivent les humains, à savoir les villes. Et donc, on a, si vous voulez, à imaginer, d'abord à prendre acte, et puis aussi à imaginer que, disons, les risques de contamination par les animaux sauvages ne vont cesser d'augmenter au fur et à mesure que nous allons détruire l'environnement de ces animaux. Mais voilà pour le mal commun, si je peux dire, mais il y a aussi peut-être un bien commun donc qu'il faudrait extrapoler de notre expérience cette fois du confinement, et qui est relatif à une expérience très très largement partagée, peut-être même universellement partagée, qui a été l'émerveillement face à l'apparition d'animaux sauvages dans les rues de nos villes désertées au moment de notre confinement. Alors, je dis universel parce que quand on fait une comptabilité finalement des vidéos représentant ou montrant des animaux sauvages dans les villes, on est très très frappé par le nombre de likes et d'enchantements que ça a pu provoquer. Voilà, donc un émerveillement très partagé, des millions, voire des milliards de relais sur des vidéos, finalement qui pourtant représentaient la plupart du temps des animaux qui étaient tout à fait autochtones, qui n'avaient rien d'extraordinaire. On peut penser au couple de canards se dandinant sur le parvis de Notre-Dame à Paris, qui a fait vraiment presque le tour de France et dont il a beaucoup été question ensuite dans la presse, etc. etc. Et j'ai envie de dire que cet émerveillement n'est pas du tout anecdotique. Il n'est pas anecdotique d'une part à cause de son étendue, disons ça, le fait qu'il ait été partagé par tellement de gens, et donc ce qui a, comme pour ainsi dire, créé un lien entre des gens qui étaient parfois distants de centaines de milliers de kilomètres. Mais aussi parce que, comme ça a été beaucoup dit, parce que l'apparition finalement d'animaux sauvages qui n'étaient pas des animaux particulièrement rares et qui en général ne vivaient pas très loin non plus, cette apparition, ce qui nous est apparu comme une apparition, nous a permis, a fait naître en nous une aspiration de reconnexion avec la nature, c'est une expression qu'on a beaucoup entendue, d'une part, et d'autre part, nous a fait aussi réaliser à quel point finalement la ville ou l'existence citadine ou urbaine
nous privait de nature. Et donc, on s'est tous posé la question, ou beaucoup, finalement, de manière implicite, explicite, manifeste ou pas, se sont posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui, dans la ville, finalement, nous interdit cette connexion avec la nature qui, pourtant, nous provoque une forme d'apaisement et disons, une expérience de liberté. Alors, la notion de merveilleux se trouve en particulier chez Réaumur, j'en dis juste un mot, et elle est couplée à celle de vérité. Et en fait, Réaumur, dont les Lumières, en particulier Voltaire, Buffon, etc., se moquaient beaucoup, Réaumur était un grand savant et il observait les abeilles en particulier. Et c'est à l'occasion de l'observation des abeilles qu'il a forgé cette notion de merveilleux vrai, qui est une notion extrêmement parlante. Ce qu'il voulait dire, c'est que quels que soient les instruments, les méthodes, la profondeur, la durée, la minutie de ces observations, il resterait toujours quelque chose à observer. C'est-à-dire que la science ne peut pas faire le tour des êtres qu'elle observe. Elle peut aller vers eux, elle peut en capter un certain nombre de caractéristiques qui sont relatives aux questions que nous leur posons, mais elles n'en feront jamais le tour. C'est-à-dire qu'il y a dans le vivant quelque chose qui est absolument inépuisable. Et je propose justement de considérer la reconnexion avec cet inépuisable de la nature, qui est l'équivalent du sauvage, en fait, ce serait peut-être ça le sauvage, de le considérer pour justement l'intégrer dans les relations humaines. Alors, en fait, donc pour dire que cet émerveillement n'a rien d'anecdotique, il n'a rien de superficiel, il n'a rien d'iréniste, au contraire, je pense que cet émerveillement est quelque chose sur quoi nous pouvons capitaliser en quelque sorte pour repenser justement les liens interhumains comme partenaires aussi de liens plus larges. Alors évidemment, on est ici dans une situation tout à fait paradoxale puisque d'un côté, c'est à cause du confinement que nous émerveillons, que nous redécouvrons en quelque sorte la nature, mais d'un autre côté, c'est parce que nous détruisons la nature que nous sommes dans cette situation qui nous permet de nous émerveiller. Donc, que faire là à nouveau? Et je crois que cette situation n'est pas du tout abstraite, elle est très concrètement vécue par toutes sortes de gens qui ne savent plus finalement où porter leurs valises, où vivre, comment vivre, à qui se relier, comment se relier, et choses de ce genre. Et donc, une des solutions que je vous proposerais, c'est celle disons, d'explorer la notion de coexistence. Je veux dire que là aussi, il s'agit en fait d'un programme très, très concret. Je pense que la coexistence exprime un idéal de bonne distance. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est que vis-à-vis des animaux sauvages, et je vais me cantonner dans ce domaine, et on pourrait dire la même chose des plantes, on pourrait dire la même chose des relations entre la ville et la campagne, entre l'existence urbaine et l'existence campagnarde, peu importe. Mais même le domaine des animaux est particulièrement intéressant parce que précisément la pandémie semble avoir été liée à la proximité ou la promiscuité même avec des animaux sauvages. Et donc, la question de la bonne distance, elle se pose évidemment vis-à-vis des animaux, elle se pose aussi vis-à-vis de nos voisins. Pour repenser nos liens à travers la notion de coexistence, il faut distinguer la coexistence de la pure et simple juxtaposition. Et cette pure et simple juxtaposition existe. C'est quand nous sommes nombreux, par exemple, ou dans un endroit, sans pour autant que nous ayons des interactions sociales. C'est Ivan Illich qui comparait, par exemple, la ville à un garage humain. Gordon Matta Clark, l'habitat humain à un clapier. Bon, donc on a vraiment dans le concret, de manière urbanistique ou architecturale, on a des formes de juxtaposition qui fait que finalement, un voisinage excessif devient carrément gênant. Mais la coexistence, si elle s'oppose à la simple juxtaposition, elle s'oppose aussi à la cohabitation. Je pense qu'il y a dans l'idéal de cohabitation, disons, des exigences beaucoup trop grandes. La cohabitation et le partage de l'habitat, fondé sur des valeurs telles que l'hospitalité, telles que l'intimité, telles que l'union, telles que la parentalité, telles que la fraternité, voilà, qui sont des valeurs, moi, à mon avis, qui sont très problématiques, surtout si on considère évidemment les problèmes de contamination possible via des virus susceptibles de sauter la barrière d'espèce à partir du moment où nous sommes trop proches les uns des autres. Donc, je dirais que la coexistence, c'est le régime en fait du voisinage. Et le voisin, c'est celui qui se trouve à proximité de moi, à proximité physique, mais qui n'est ni mon ami,
ni mon ennemi. En fait, l'arche de Noé est une bonne représentation des relations de voisinage. Si on a le temps, on pourra en parler ensuite dans la discussion. Or, comment faire pour être en bon terme avec ses voisins? Eh bien, je dirais qu'il faut des structures morphologiques, il faut un design approprié. Il faut, encore une fois, que la bonne distance s'incarne, non pas uniquement dans la tête, mais également donc, dans la réalité. Et donc, par exemple, pour être en bon terme avec ses voisins, il faut en être clairement séparés. Par exemple, que les cloisons de nos appartements soient étanches. Par exemple, je peux voisiner avec des pigeons, avec des rats, avec des cafards à partir du moment où ils ne vont pas rentrer dans la maison. Donc, il faudra bien que je bouche tous les trous. Donc, si la cloison qui me sépare de mes voisins est fine comme du papier à cigarette, clairement, mes voisins vont m'apparaître comme nuisibles ou je vais développer de la haine à leur égard. Mais évidemment, pour être voisin, il faut aussi pouvoir se rencontrer. Il faut donc, je dirais, à la fois un habitat individuel et des passages. Et c'est ainsi, en fait, cette notion de voisinage, qui est là, je l'ai anthropocentrée, mais on peut l'étendre à toute chose, parce que c'est ainsi que fonctionne toute chose. C'est ce qu'on appelle un écosystème. En fait, un écosystème est une relation de voisinage, c'est-à-dire un équilibre entre des habitats et des passages, dans un langage plus écologique, entre des niches et des corridors. Alors, cette vision, disons, ces concepts à la fois de coexistence et de voisinage évitent d'une part la transformation du monde extérieur en monde à dominer, à détruire, à exploiter, mais ça évite aussi de transformer, disons, les relations idéales avec le monde extérieur en termes d'hybridation, de métissage, de porosité et choses de ce genre. Si vous considérez, bon, ce qui est un lexique particulièrement, je trouve, présent, voire envahissant aujourd'hui dans la littérature philosophique ou en sciences sociales, c'est-à-dire qu'il y a comme si finalement l'idéal du vivre ensemble dépendait d'un melting pot nouvelle mouture. Or, je ne pense pas que ce soit le cas. Par exemple, considérer la peau, c'est vrai qu'elle est faite de pores, on parle beaucoup de porosité, donc c'est pour ça que je prends l'exemple de la peau. Elle est faite de pores, mais en même temps, la peau, elle nous isole. Évidemment, elle nous isole des agressions extérieures. Et donc, penser la peau comme porosité est absurde, puisqu'elle est aussi étanche qu'elle est poreuse. Et donc, Pardon, je crois est-ce que que je peux vous demander de conclure, s'il vous plaît? oui, bien sûr. Donc, voilà, je vais conclure d'ailleurs exactement de cette façon, c'est-à-dire que il y a pour tout être, et telle est la condition en quelque sorte d'une coexistence pacifique qui apporte des avantages à chacun d'entre nous, il y a pour tout être la nécessité de jouir d'un habitat dans lequel il pourrait développer ce qu'il a en propre, et en même temps la nécessité en quelque sorte d'être en communication avec les autres êtres de manière à y découvrir les ressources même de son propre développement. Et je pense, pareil, pour terminer, que cette intégration dans une même dynamique de la niche et du corridor est une très bonne image de la démocratie. Parce que la démocratie n'est rien d'autre que l'utilisation des ressources communes par des individus qui y ont accès et qui, sur cette base, peuvent développer leur individualité, et en même temps qui, en développant leur individualité, deviennent capables, en quelque sorte, de contribuer à leur tour à la création des niches et des corridors des nouveaux venus. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame, de ces considérations extrêmement intéressantes et de ce rappel que l'être ensemble n'est pas juste un être ensemble entre les humains, mais engage un monde beaucoup plus complexe, diversifié, multidimensionnel. J'aimerais donner la parole maintenant à Luca Maria Scalantino, qui est, entre autres titres et qualités, le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de philosophie et le rédacteur en chef de la revue Diogène. Luca, si tu peux activer Merci. micro et caméra, Oui. c'est à toi. Merci, John. Je suis président, en fait, mais Pardon, président de la FISP. Alors, pardon. C'est pas bien grave. Pardon. C'est pas spécialement philosophique. Tu confirmes que tu as été secrétaire général. Ah, absolument. Voilà, donc je me suis trompé seulement de temps grammatical. Alors, merci à vous de me donner la possibilité de dire quelques mots sur la pandémie, quelques mots
j'espère, philosophique, et merci à celles et ceux qui sont reliés ou connectés, comme disent les anglo-saxons, par voie électronique et qui sont nombreux. Merci de votre temps. Donc, je dirais rapidement quelque chose sur le thème qui nous a été donné, qui est la manière d'être ensemble face à la pandémie. Et mon intervention sera en quelque sorte, et sans le savoir, complémentaire par rapport à celle de Gilles Zasque. Car entre les deux volets, le volet des relations interpersonnelles et le volet des relations, ou plutôt des dynamiques sociales, c'est sur l'aspect social que je vais me concentrer davantage. Moi, pas parce que je crois qu'il est particulièrement important ou plus important que d'autres, mais parce que c'est davantage dans mes cordes et c'est un peu le domaine dans lequel je travaille davantage. Donc, Gilles Zasque a utilisé un mot que je trouve très approprié pour parler des effets que cette pandémie a sur un certain nombre de gens à travers le monde, même sur la majorité de gens, qui est agoraphobie. Eh bien, moi, ce que je voudrais dire pour compléter ou pour aller dans un sens complémentaire, c'est que concerne ce que cette pandémie nous dit ou nous aide à voir sur ce qui se prépare pour nos sociétés. Et je crois en effet qu'elle nous permet de voir de manière particulièrement lucide, ou en tout cas plus lucide que par le passé, les processus qui sont en cours à l'échelle internationale, à l'échelle de la planète, dans le domaine des relations sociales, politiques, économiques et même spirituelles. Or, je trouve que c'est important de souligner cet aspect parce que malgré tout, nos sociétés à travers le monde sont en train de vivre cette crise de manière diverse, de manière très différente. Et que donc, nous les êtres humains, risquons de subir les effets de cette pandémie ou de vivre les conséquences qu'elle aura à moyen et long terme de manière tout aussi différente que nos sociétés sont en train de le vivre. En fait, je crois qu'il ne faut surtout pas oublier qu'une pandémie telle que nous la vivons signifie que sans doute la plupart d'entre nous vit une situation exceptionnelle, une situation inédite, ce que nous appelons du jamais vu. Mais qu'en fait, ce phénomène n'a rien d'un jamais vu. C'est assez courant au fil de l'histoire humaine. Si je vois l'histoire que je connais peut-être le mieux, c'est-à-dire celle du continent euro-asiatique, c'est un phénomène qui était récurrent à travers l'histoire. Et d'ailleurs, dans beaucoup de parties du monde contemporain, aujourd'hui, les épidémies mortelles n'ont rien d'inconnu. Elles frappent une partie considérable des sociétés du monde depuis longtemps. Elles continuent de les frapper et elles vont continuer de le frapper bien au-delà de la durée de la Covid. Donc, c'est comme si et là j'aurais bien utilisé le mot l'Occident, c'est comme si l'Occident avait désappris à coexister avec des maladies endémiques, désappris en oubliant en partie son histoire. Le dernier grand phénomène est évidemment la grippe de 1919. Il y a eu d'autres phénomènes partiels, mais on s'étonne de quelque chose qui était normal dans toute l'histoire occidentale et on s'étonne de quelque chose qui continue d'être normal, hélas, dans une partie considérable du monde. Je crois qu'il faut donc d'abord remettre ce phénomène et nos vécus dans ce contexte plus large. Donc, on peut dire avec une certaine sécurité que cette pandémie, elle va passer. Évidemment, elle va laisser tout un train de douleur, de mort, de chagrin, de crise, hein, et puis elle va peut-être revenir et apporter encore, mais nous pouvons raisonnablement espérer que l'on revienne à la vie normale dans un délai qui, à l'échelle historique, est un délai très court, hein, même très très court, une année, 2 années. Enfin. Pour nous, c'est beaucoup, mais pensons aux grandes pandémies et épidémies de l'histoire, pensons à la situation d'un certain nombre de pays qui sont aux prises avec des épidémies permanentes dans différentes régions du monde. La situation actuelle
pour nous, n'est pas spécialement plus grave qu'elle ne l'était pour d'autres gens ailleurs dans le temps, ailleurs dans le monde. En revanche, ce qu'elle nous permet, et c'est là, effectivement, elle nous affecte beaucoup, c'est qu'elle nous permet de voir de manière particulièrement aiguë qu'un certain nombre de besoins que nous considérons que nous avons tendance à considérer comme essentiels sont de plus en plus mis à mal, non pas par la pandémie, mais la pandémie nous aide à le voir mieux. Je pense par exemple à l'accès à l'éducation, à l'accès à la santé, à la participation sociale, à l'égalité des genres, à la justice raciale, aux droits de la personne. Tout ça est quelque chose que nous voyons évoluer au fil des dernières décennies, sans doute, et que nous pouvons imaginer qu'ils vont encore évoluer d'une manière que personnellement je n'aime pas beaucoup. Sans parler, par exemple, de ce que nous appelons les normes des discours publics, qui sont complètement bafouées à travers le monde, il suffit d'ouvrir un journal, et de la confiance sociale qui elle aussi fait les frais de ce bouleversement des normes des discours publics et des évolutions que nous observons. Alors, je crois que tous ces phénomènes sont aujourd'hui susceptibles d'être affectés par la pandémie beaucoup plus que nous ne l'apercevons aujourd'hui, et surtout beaucoup plus à long terme. Je rejoins donc ce qu'a dit Mme Mazoulet, la directrice générale de l'UNESCO, quand elle nous a dit « mais la pandémie n'est pas uniquement un problème en soi, mais elle risque d'en entraîner, ou au moins d'accroître la conscience que nous avons de tout un ensemble d'autres difficultés que traverse le monde aujourd'hui. Je dirais même, non pas parce que le monde est en difficulté, mais parce que le monde est en train de changer. » Et je vais dire rapidement quelques mots là-dessus. D'abord, je crois que nous avons observé, et nous avons même vécu au cours des derniers mois, un rapport très ambivalent avec les frontières, avec la notion de frontières, de limites, de cloisons. D'une part, elles ont été très utiles pour nous confiner, pour nous shelter, comme disent les Américains, pour nous confiner à l'échelle d'une ville, d'une région, d'une province, d'un appartement, d'une unité immobilière. Mais d'autre part, nous constatons aussi qu'il est impossible de contrer un phénomène global comme le virus par un système articulé autour de frontières. C'est quelque chose qui passe par-dessus les frontières, qui fait fi de toute frontière, de toute limite. Et donc, si on nous confine, si on se confine à l'intérieur d'une cloison, à l'intérieur d'un cluster, en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que la sensibilité transculturelle, la capacité de communiquer, d'échanger au travers des cultures, nous apparaît aujourd'hui comme encore plus précieuse, comme de plus en plus essentielle, car c'est elle qui nous permet d'échanger par-delà les frontières et à travers une pluralité d'horizons culturels. Ceci n'est pas sans conséquence pour la philosophie, car l'une des évolutions que nous observons dans les études philosophiques contemporaines, c'est précisément cet accent croissant sur la dimension transculturelle des concepts que nous utilisons. Pourquoi je dis ceci? Bon, d'abord parce que je trouve que c'est important pour la philosophie, mais aussi, je crois que nous ne pouvons pas comprendre à fond l'effet de la pandémie sur notre manière de coexister entre humains ou dans un monde animé plus vaste que celui des humains. Nous ne pouvons pas le comprendre à fond si nous scindons le phénomène pandémique des effets qu'il produit sur d'autres aspects de la vie sociale, de phénomènes sociaux, culturels, politiques, et qui sont tout aussi extraordinaires que nous voyons. Par exemple, regardons à la négation des effets du virus que l'on voit proliférer à travers le monde, aux théories du complot plus ou moins farfelues qui l'accompagnent un peu partout, à toute cette palabre antiscientifique que nous entendons un peu partout, et bien tous ces phénomènes qui existaient, ont été multipliés par le virus. Elles ont proliféré
par rapport au virus, mais elles ne naissent pas avec le virus. Elles circulent depuis longtemps et elles sont aussi le produit d'un effet que j'ai appelé parfois la dérive émotionnelle des discours publics, où on tend à croire à ce qui nous fait sentir à l'intérieur d'un groupe, à l'intérieur d'une communauté, plutôt que ce que nous considérons comme l'ancienne notion d'objectivité des faits. Et donc, je voudrais ajouter un dernier mot à ce propos, qui est un peu celui auquel je voulais arriver, qui est la fonction pédagogique, éducatrice de la philosophie comme Paideia, comme Bildung, ou comme, trouvez-vous le mot dans les autres traditions culturelles que vous connaissez mieux que moi. Pourquoi c'est important de souligner encore aujourd'hui la fonction pédagogique de la philosophie? On entend souvent dire, je trouve à raison, que dans l'époque dans laquelle nous vivons, qui est une époque d'empire, ou mieux d'État-civilisation, eh bien, il nous faut articuler cosmopolitisme et démocratie. Il nous faut vivre dans un monde qui est de plus en plus évolue à l'échelle de la planète, et il faut projeter à cette échelle mondiale l'ordre démocratique que nous avons connu. Or, il faut, en quelque sorte, pour les philosophes en particulier, aider à construire un nouveau mythe fondateur, qui est le mythe d'un cosmopolitisme démocratique. Et ce chemin requiert des initiatives, certes politiques, mais il requiert aussi des initiatives culturelles. Évidemment, il nous faut élaborer des théories. Il nous faut élaborer une pensée, voire des pensées diverses. Mais en même temps, je trouve que la philosophie et les sciences humaines avec la philosophie n'ont pas pour simple tâche de construire des édifices théoriques, mais qu'elles devraient aussi s'engager pour susciter les conditions sociales, les conditions culturelles, les conditions intellectuelles et quelque part par les conditions sociales pour que ces idéaux se réalisent. Ce que je veux dire par là, c'est que l'état du monde, et la pandémie accentue cet état du monde, eh bien l'état actuel du monde et l'évolution que nous pouvons entrevoir nous invitent à mettre la force éducatrice de la philosophie et de nos disciplines au service d'une citoyenneté démocratique et cosmopolite, qui n'a rien à voir avec la citoyenneté démocratique telle que nous l'avons connue à l'échelle nationale. Pourquoi? Parce que cette citoyenneté démocratique cosmopolite repose sur la capacité de penser, de travailler, de vivre, si vous voulez, dans un contexte réel, mais aussi dans un espace mental qui est idéalement universel. C'est à mon avis le moyen, peut-être pas le seul, mais sans doute un bon moyen d'échapper à un étau très dangereux que forment aujourd'hui deux positions qui ont un grand poids dans le monde actuel, qui sont deux positions qui sont à l'apparence opposées, mais qui convergent vers un modèle qui est incompatible avec les formes classiques de la démocratie. Ces deux positions qui se resserrent comme un étau sont d'une part un universalisme illibéral, un universalisme qui se décline en une pluralité de phénomènes et de volets d'ordre économique, technologique, militaire, culturel, et qui s'oppose à l'idéal démocratique. Et d'autre part, comme on le voit parfaitement en Europe, le retour à l'idéal d'une communauté émotionnelle, une communauté souverainiste, émotionnelle, qui nous prépare ce que je considère comme un destin néo-médiéval de subalternité, de dépendance et de servitude. Donc ce sont deux positions apparemment différentes, d'une part un universalisme, d'autre part une sorte de communautarisme émotionnel, mais qui, convergent pour créer un modèle qui est totalement incompatible avec un idéal démocratique à l'échelle internationale. C'est un modèle où essentiellement des élites cosmopolites et cultivées coexistent avec une masse de personnes qui n'auraient qu'un accès limité à la formation du sens. Et je crois que c'est un modèle qui est typiquement l'un des modèles sociaux des systèmes impériaux. Or, je trouve que ce conflit va se jouer, en fait est en train de se jouer, surtout et en premier lieu sur le terrain de la culture. Donc les universitaires, les savants, nous devons prendre position. J'estime que nous devrions prendre position.
L'éducation, là aussi, que peut fournir la philosophie et les sciences humaines, que ce soit après la pandémie ou durant la pandémie, cette éducation est très utile à condition qu'elle nous apprenne à vivre dans un monde cosmopolite, dans un monde universel. Et c'est vrai, comme le disait Joël Zass tout à l'heure, que les représentations de l'avenir que nous voyons de plus en plus dans la fiction contemporaine sont des représentations de type dystopique. C'est comme s'il y avait le sentiment qu'on va vers un monde qui n'est pas celui que nous avons connu, qui n'est pas un monde de liberté, de participation, d'égalité, mais c'est un monde où il y aurait des forces invisibles, obscures, qui dominent une masse d'individus, une masse de personnes privées de voix. C'est quelque chose que, à travers le monde, je crois, une majorité d'êtres humains expérimentent déjà. C'est ce que la plupart du monde est en train de vivre, mais c'est aussi quelque chose qui est en train de se généraliser et de prendre une forme, à mon avis, beaucoup plus institutionnalisée que nous ne le soupçonnons. Et je termine donc en disant que dans ce contexte, l'éducation philosophique, en pandémie ou après pandémie, nous aide essentiellement à sortir de la caverne dans laquelle Platon nous avait placé ces archétypes d'idiots, en fait, nous aide à sortir de la caverne et nous aide à regarder le monde humain, le monde économique, mais aussi et surtout être le monde social dans toute sa complexité et dans toute sa stratification. L'éducation philosophique, l'éducation des sciences humaines, humaniste, renforce donc notre capacité à nous orienter dans un monde complexe que, comme le disaient les pragmatistes qui viennent d'être cités, cette orientation est une fonction vitale, fondamentale. Et surtout, l'éducation philosophique, l'éducation des sciences humaines, je dis ça parce que l'UNESCO insiste énormément sur l'éducation à juste titre. Eh bien, je crois qu'elle nous éduque non pas à se sentir maître chez soi, comme nous le disent tous les jours les gardiens de la caverne dans le discours public, mais plutôt à sentir le monde entier comme son chez soi, à comprendre, à apprendre à y vivre en comprenant les raisons d'autrui, les points de vue d'autrui, son histoire, ses traditions, ses coutumes, qui sont dans la plupart des cas assez différents, même très éloignés des nôtres, et comme nous le voyons de manière souvent très tragique en Europe même, elles sont éloignées et différentes des nôtres au sein d'un même territoire, au sein d'un même espace social et parfois même au sein d'un même pâté de maison. Voilà, c'est tout ce que je croyais pouvoir dire. Merci. Merci beaucoup, Luca. Je vais, comme je l'avais annoncé au début de ce webinaire, devoir vous quitter parce que nous avons des événements qui se chevauchent, mais je t'ai écouté avec très grand intérêt. Je vais passer la parole pour animer à mon collègue Lamine Diagne qui va vous conduire jusqu'à 13h30 et qui va à la fois introduire Serena Parek qui prend la parole maintenant et conduire la discussion. J'en profite pour signaler que vous avez la possibilité, vous tous qui suivez sur Zoom, de poser des questions à travers le chat, que Lamine se chargera de répercuter dans la discussion tout à l'heure. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, malheureusement, vous n'avez pas accès directement au chat, mais n'hésitez pas à travers les réseaux sociaux avec le hashtag Philosophy Day ou le hashtag Journée mondiale de la philosophie à réagir à ce que vous entendez pour que l'animateur, donc Lamine à partir de maintenant, puisse répercuter vos observations dans la discussion en réponse aux exposés extrêmement intéressants de Joël Zask et de Lucas Calantino. Je vous souhaite une très bonne fin de webinaire. À très bientôt, j'espère, pour la suite de notre programme. Et je vous laisse entre les mains éminemment compétentes de Lamine qui va conduire la deuxième partie du webinaire. Lamine, c'est à toi. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, John. Merci, John. Il me revient la lourde tâche de prendre le relais. Donc, on va de ce pas passer la parole à la professeure Serena Parek. Donc, la professeure Serena Parek est agrégée de philosophie à la Northeastern University of Boston, où elle est directrice du programme politique, philosophie et économie.
Donc, ces recherches portent sur la justice mondiale, la responsabilité et la patrie. Dr Parekh est en train de terminer un manuscrit concernant nos obligations morales envers les réfugiés et les personnes déplacées de force. Now I'm going to give the floor to Dr. Serena Parekh. We are very pleased to have you with us today, and please, the floor is yours. Thank you. Thank you so much for that lovely introduction. It's a pleasure to be with you here in Boston very early in the morning. It turns out earlier than I had anticipated. Yeah, so my name is Serena Parekh, and I'm a professor of philosophy at Northeastern in Boston. And I've actually just finished my book called No Refuge on the global refugee crisis and our moral obligations to refugees. So the pandemic has been an interesting time for me because I've spent it thinking about refugees, which in some ways seems like a crisis from a different time, a different period, when all we had to worry about in a way was other global problems and not the pandemic. So I've been thinking a lot about refugees, and when I was asked to speak here today and to think about how philosophy could contribute to our understanding of what it means to be together, what it means to have relationships, what it means to have solidarity in the time of the pandemic. Of course, my first thoughts were about what this means for us situated as a global civilization, and what it means in particular for us relating to refugees. But as I started to think about it, I decided that I wanted to take a more personal kind of reflection. So today I'm going to talk about 3 concepts and to reflect a little bit on what philosophy can add to them. So I'm going to talk about loneliness, vulnerability, and dependency. So it's now a cliche to say that the pandemic has cast into relief so many of the social and political challenges of life in the 21st century. Racism, economic inequality, disparate gender burdens, to name but a few. I want to suggest in my comments today that it's also cast into relief certain aspects of how we relate to ourselves and to other people that in non-pandemic times gets easily ignored or in fact erased. So I'm going to focus on 3 features, as I mentioned: loneliness, dependency, and vulnerability. Let me begin with loneliness, which I will always think of as one of the most dominant but largely ignored features of the pandemic. I think loneliness is a constitutive feature of the pandemic in 2 ways. It marks sickness and death in the pandemic. It defines what it means essentially to be sick and to be dying. You must do it alone. And is a feature of most people simply trying to follow public health guidelines. So during this pandemic, we've been told that being together is deadly. Public health officials have stressed since the beginning, and more today, I mean, in this very moment, that if we care about others, we will stay away from them. In fact, being together, being in solidarity with others at this current moment requires us to be apart and to relinquish all those activities that allow us to form and deepen ties with other people. Now, from a scientific epidemiological standpoint, this is absolutely correct. I mean, this is what I want for everyone: to stay away, to stop spreading the virus. But from this perspective, we must see each other as unwitting vectors of disease, beings who potentially but unknowingly can transmit a virus that may be deadly. From the human side, however, this way of this demand, this insistence that we keep our distance is a significant loss, but one that's rarely acknowledged. Think of people who live alone, either by choice or by circumstance. To not be able to touch others or to connect with them in a deep way that only face-to-face encounters allow can be excruciating. Even think of people who live with others but have lost what sociologists call loose ties, those casual connections that form so much of our social world. Loneliness is even more acute when we think of people who are sick and dying from COVID. In fact, it's hard to think for too long about how agonizing it must be to know that your loved one is dying alone, or at least with strangers who are heavily masked, whose faces you can't even see.
And to know as well that this too might be your fate if your illness takes a turn. What I think gets acknowledged only in passing, but that philosophy can help us appreciate, is the pain of loneliness and what this really means as a lived experience, and now a lived prolonged experience. Take Hannah Arendt's description of loneliness, for example. Her comments emerge in her discussion of totalitarianism and what kind of being with other people provides the grounding for this kind of government. Isolation, the inability to act together in pursuit of a common concern, becomes loneliness in the private sphere, and it's the experience of not belonging to the world at all. Such an experience, she tells us, is, quote, among the most radical and desperate experiences of man, end quote, and is rooted in the nature of modernity, which has made us feel superfluous. Elsewhere, she says that loneliness is the experience of being abandoned by everything and everybody. I appreciate this because it's important to acknowledge the suffering of the lonely person, the person who is isolated for months or who watches their loved one die alone, and in a way is the antidote to the public health message, which often downplays the pain of loneliness and what many are required to endure for the sake of public health. How should we understand the experience of loneliness in a pandemic? I have the sense that public health officials are almost afraid to mention it, lest it be seen as an excuse to violate the recommendations to socially distance. Yet I think centering this experience in our understanding of the pandemic can be helpful to people struggling to make sense of what they're going through. Arendt says elsewhere that one of the funny things about loneliness is that it both goes against what we require as part of the human condition, namely others to act with and help make sense of the world, and is one of the fundamental experiences of every human life. I can't help but wonder if a deeper understanding of this might help us to be with each other in richer ways under the conditions of the pandemic. Let me now turn to the second set of concepts I wanted to talk about, vulnerability and dependency. We have been made aware of our profound dependency on others in this pandemic and our fundamental vulnerability as embodied creatures. And this, for many, is terrifying. Politically, we became aware of how much our economic activity and our day-to-day life depends on those we now call, quote, essential workers. These are the people who are paid low wages, wages so low that many in the US live in poverty even though working full-time, but who keep hospitals open, take care of our children, put food on the shelves for us to buy, or deliver it to our homes because we are too afraid to go out. We are dependent on this class of workers, and yet, like loneliness, it is terrifying to admit this. If we admit it, does it require that we give these workers more recognition, better pay, healthcare, which many don't have in the US? I recognize that's not true in France, fortunately. We might have to recognize our dependency on this group of people who we have by and large mistreated. The pandemic has forced us to become aware of our dependence on others in other ways as well. For example, our biological interdependence is seen through the importance of masks and the debate about masking around the world, at least in the United States. The pandemic has made clear that my health is dependent on others wearing a mask that fits correctly and is made from the right materials. The only control I have is where I go. I may choose never to leave the house, but as soon as I do, I become immediately aware of my dependence on others. And of course, if I choose never to leave the house, then I'm confronted even more deeply with this experience of loneliness that I described earlier. The inability to be in control of my health and well-being is for many a deeply uncomfortable, if not terrifying experience, because it goes fundamentally against the myth that we are individuals who are in control of our lives. The Hobbesian individual who has no relations of dependency, aside from what he has freely chosen himself, is belied by this situation. Autonomy, independence, control, the desired features of life in late capitalism,
seem to fray in the face of the pandemic. Fortunately, feminist philosophers have tried for a long time to help us understand that this conception of the self, where we are impenetrable individuals who are only connected to others through our free choices, has always been a mistake. We are better off thinking of ourselves as dependent, vulnerable creatures. Feminists like Eva Kate have suggested that dependency is part of the human condition and an inevitable feature of life as we pass from infancy through childhood, illness, and old age. Though it's often dismissed as contingent and something to be avoided, the pandemic, I think, has made us acutely aware of how fundamental dependency is. Our dependency is the result of our vulnerability, that we are always in a position to be harmed or made sick, regardless of how autonomous or independent we see Comme dit Eva Kitaï, nous montre que la dépendance est un élément caractéristique même de la condition humaine depuis la naissance, l'enfance, la maladie et le grand âge. Alors, c'est souvent décrié comme étant quelque chose qu'il faut éviter, mais la pandémie nous a montré combien la dépendance est notre vulnérabilité. Nous sommes toujours en position de souffrir ou de tomber malade. First, there is a small technical issue, and which is being sorted out by our colleague. Yeah, I think it's okay now. Okay, great. Thank you. Go ahead. So to be sure, I want to stress, everyone is not equally vulnerable. Inequalities around race, income, gender, citizenship status, access to resources like healthcare, for example, render some people much more vulnerable to the effects of the pandemic and other people's behavior than others. And this is absolutely essential to keep in mind. Yet, if we adopt this feminist conception of the self as fundamentally and not contingently vulnerable and dependent, it may change how we relate to others and ourselves during this pandemic. I wonder if such a recognition might make us less resentful of what is being asked by public health officials, to take seriously that our private choices to wear a mask or not go to a private party in someone's home have public implications because we are at our core dependent on each other and made more or less vulnerable by each other's choices. In an ontological sense, we are always vulnerable to others' decisions and actions, but the virus has intensified this and made it unavoidable. To go back to the original question of this panel, what does it mean to be together during a pandemic? I'd like to suggest that philosophy can give us some insight into this experience, into the experiences of loneliness and vulnerability that can help us to understand our being together during the pandemic. We should see these experiences as part of the human condition and as experiences that will no more go away when the pandemic is over than our need to wash our hands as soon as we walk into our homes. In this sense, loneliness and dependency should not be feared, but embraced and used to deepen connections. But to end on a hopeful note, I'd like to suggest that the experiences of loneliness, vulnerability, and dependency can be cultivated as a ground for genuine human solidarity, a solidarity rooted in our mutual need for each other and on a dependency that is both existential and biological. Appreciating the universality of these experiences may deepen our sympathy for each other, perhaps even a responsibility to care for each other, especially those who are more vulnerable because of features of our political and social life, such as racism and economic inequality. And this, I think, is at least a glimmer of hope. Thank you very much. Thank you very much, Professor Parekh, for this insightful analysis. Now I'm going back to the chat,
and maybe ask the first question. Yeah, I'll put it in French. Oui, je vais utiliser mon privilège de modérateur pour poser la première question au professeur Zask. Vous avez tout à l'heure parlé du concept de voisinage. Comment on pourrait, je voudrais d'une part peut-être que vous essayez d'approfondir un peu. Je vais vous donner un peu de temps par rapport à ça, afin que aussi la professeure Parek puisse entendre votre présentation par rapport à cela. Et aussi, est-ce qu'on pourrait envisager une articulation? Comment on pourrait articuler ce concept de voisinage avec le concept de loneliness que la professeure Parek a décrit tout à l'heure, ce concept de solitude et aussi voisinage et solitude. Comment on pourrait articuler éventuellement les deux? Et je laisserai la parole aussi dans un second temps au professeur Scarantino s'il a des choses à rajouter sur ce point. Merci pour ces questions et toutes ces présentations. Je dirais que le voisinage est à géométrie un peu variable, que la sociologie urbaine et la pensée de la ville a démarré avec je dirais, une philosophie ou une exploration du voisinage. Et le voisinage a pu apparaître même comme presque un fait social pur, par exemple chez Zimmel, à savoir que les voisins, n'étant ni amis ni ennemis, sont quand même amenés à partager un même espace. Et la question qui va se poser, elle est très concrète, mais elle est en même temps mentale, symbolique et linguistique. C'est comment partager un espace commun alors que finalement les raisons de notre coprésence sont des raisons qui peuvent être justement conjoncturelles, accidentelles. Un enfant qui arrive dans une famille n'est pas non plus la réalisation d'un programme prévu d'avance. Dans un premier temps, il est un peu notre voisin et ensuite, il va falloir lui faire une place dans la famille pour qu'il en devienne un membre à part entière. Et je crois que cette relation de voisinage, elle est intéressante parce que justement, elle permet, je dirais presque de dédramatiser, de dépsychologiser les relations humaines. Il y a une dimension matérialiste dans le voisinage qui a été beaucoup, comment dire, pensée, par exemple, dans la philosophie politique américaine et notamment dans les théories de la démocratie. Les théories de la démocratie américaine sont des théories du voisinage, en fait. Comment constituer du voisinage? Et je pense que c'est aussi quelque chose, justement, la figure du voisin est une figure qu'on peut étendre justement aux êtres qui sont non humains, comme on dit, c'est-à-dire en particulier aux arbres et aux plantes. Alors les arbres, c'est intéressant parce qu'ils sont vraiment des voisins, comme l'ont montré les spécialistes des arbres qu'on lit beaucoup aujourd'hui. Eh bien, ils poussent sans que leurs branches se touchent jamais. Et donc, il y a dans le voisinage, si vous voulez, une espèce de réglage qui parfois est spontané ou automatique, qui parfois est volontaire ou réfléchi, qui parfois est éthique ou normatif ou au contraire, je dirais, naturel. Il y a un réglage de la bonne distance. Comment faire pour que chaque être réalise en quelque sorte ses capacités inhérentes sans pour autant empêcher que les autres êtres autour de lui réalisent les leurs. Et donc, finalement, on peut, pour citer Amartya Sen, penser au voisinage comme un ensemble de capacités. Hein, c'est vraiment quelque chose qui me semble être un peu évident, en fait, surtout quand comment dire, on rapatrie la notion de voisinage au sein d'une pensée écologique ou au sein d'une pensée démocratique. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que le voisinage fait partie des relations sociales normales. C'est-à-dire qu'attendre que nos relations soient fondées soit sur de la méfiance endiguée par toutes sortes de dispositifs, notamment des lois, des règles, des principes, des normes, etc., ou attendre que, si vous voulez, la coexistence soit rendue possible par des bons sentiments, je trouve que c'est vraiment indexer la coexistence sur des conditions qui sont trop difficiles à réaliser. Alors que le voisinage, lui, simplifie un peu la question. Le voisinage, alors il faudrait revenir sur la notion de neighbor, de neighborhood community, de toutes ces notions extrêmement fortes dans toutes sortes de traditions, mais aussi repenser la ville comme voisinage, c'est aussi créer dans la ville ce que Yona Friedman appelle un village urbain, ça peut être un bloc, un quartier, ils ont une unité de vie qui a une certaine forme d'indépendance, y compris d'indépendance d'ailleurs économique. Et donc, il me semble que justement, éviter, disons, construire la ville, habiter la terre, disons, concevoir le vivre ensemble sous la forme du voisinage,
il me semble que c'est vraiment une manière justement d'éviter l'isolement. Et ce qui était fondamental aussi dans les théories de la démocratie, c'est-à-dire que c'est, comme le disait Tocqueville ou comme le dira Hannah Arendt, c'est bien la perte de ces liens sociaux informels, ponctuels, dont Zimmel parle en termes de conversation ou de convivialité ou de sociabilité. Toutes ces formes étant simplement le fait que nous lions les uns aux autres juste pour le plaisir de la compagnie d'autrui. Et donc, ce sont ces formes qui sont constitutives même du lien social. Et d'ailleurs, les tyrans, les despotes, les fureurs le savent très bien. C'est-à-dire que si on veut, comme le disait Gabriel Tarde, qui est un des fondateurs de la sociologie française, si on veut gouverner sans conteste, si on veut dominer le monde, eh bien, il suffit d'interdire des relations de voisinage. Il suffit d'interdire aux gens de se rencontrer, il suffit de leur interdire de se parler, et de se parler de manière complètement, je dirais, casual, de manière informelle, de manière ponctuelle. Alors, le café, le coin de la rue, le salon, l'arbre au palabre, enfin, tous ces lieux où on discute, ce sont les lieux de la démocratie, si vous voulez. Et ce sont des lieux, justement, où on n'est pas tout seul. Donc, je pense que le voisinage y rend d'énormes services pour repenser l'association libre et volontaire qui me semble être au cœur des pratiques démocratiques et qui me semble être aussi au cœur d'ailleurs de la pensée écologique. Voilà, je m'arrête là parce que ma réponse a été déjà assez longue. Merci beaucoup, professeur Zask. Monsieur professeur Scarantino, vous voulez rajouter un mot? Oui, si vous voulez, juste un mot. D'abord, pour rebondir sur ce que vient de dire Gilles Zask, la question des dictatures et du voisinage m'a fait venir à l'esprit une politique qui avait été mise en place par le fascisme en Italie dans les années 20, où on avait introduit la figure du chef de copropriété. C'est-à-dire que chaque bâtiment avait l'un des habitants qui était désigné comme le chef du bâtiment, de la copropriété, et qui avait pour tâche d'aller dire aux autorités policières ce qui se passait dans le bâtiment, qui étaient les personnes suspectes, etc. Je crois que c'est un modèle qui a été repris dans d'autres pays par la suite, mais c'est effectivement un bon modèle. Alors, juste un mot, sur le voisinage, je suis évidemment d'accord, l'idée du petit noyau social appartient à la philosophie du XXe siècle, et même d'abord, mais même à la littérature. Hein. Prenez par exemple toute la littérature hispanophone sur la vie de quartier, la vie del barrio, a essentiellement fondé une partie de l'image mentale de l'espace, par exemple, sud-américain ou des villes hispaniques. Donc là, je suis entièrement d'accord. Simplement, avec un bémol, c'est que la vie de quartier, la vie de voisinage est sans doute l'un des noyaux sociaux d'une coexistence démocratique, mais cette coexistence démocratique doit aussi se décliner dans des sociétés où la vie de quartier est complètement différente par rapport à l'Occident. Madame Jessas parlait de neighborhood, de quartier, de village urbain, ajoutons le barrio espagnol, mettons d'autres exemples, mais tout ça reste tout de même très occidental. Alors, il y a des parties du monde où cela ne se fait pas de la même manière. Il y a des parties du monde où il n'y a pas de vie citadine, au proprement dit, même dans les villes, et il y a aussi des cultures où les liens entre les voisins sont nettement plus faibles que les liens avec des membres de la famille qui sont peut-être à l'autre bout du pays. Dans un contexte, par exemple, confucianiste, c'est évident que les liens se font avec des gens qui sont parfois dans un village à 2000 km de distance, beaucoup plus qu'avec les voisins de la ville dans laquelle on est venu vivre, où on connaît à peine les voisins de palier. Ce n'est pas pour dire ce n'est pas pour mettre à mal la notion de voisinage, mais pour dire que cette articulation démocratique de fond doit se mesurer à une diversité de situations qui est conséquente. Il n'y a pas le même type de quartier, de voisinage, de village urbain à travers le monde, et comment organiser ce noyau démocratique dans des sociétés, dans des espaces où ce type de voisinage est inexistant, voire inconnu. Alors je crois que ce n'est pas une critique, mais c'est un défi.
Parce que si nous lions l'idée du voisinage, l'idée de démocratie au voisinage, comme je pense qu'il est juste de le faire dans l'histoire occidentale, vous citiez Zim et tout ça, c'est parfait. C'est effectivement au cœur d'une certaine microsociologie de la démocratie. Mais en même temps, il y a d'autres parties du monde où ceci ne se réalise pas. Et donc, si on veut faire de la démocratie, non pas un réduit occidental, mais essayer vraiment de la projeter dans une diversité de sociétés et de cultures, je crois qu'il faut tenir en compte ces éléments et éventuellement articuler cette notion plus qu'on l'a fait par le passé, plus qu'on l'a fait, que ne l'a fait la sociologie, la philosophie occidentale au XXe siècle. Elle a fait ce qu'elle devait faire, mais je crois qu'il est temps de peut-être aller un peu au-delà. Voilà. On ne vous entend pas. Excuse me. I was asking Professor Parikh, do you want to intervene on this discussion? Professor Parikh, do you hear me? I didn't hear that, but since nobody is speaking, was I asked to speak? Do you hear me now? Do you hear me? Now I hear you, yes. Okay, good. I was asking if you want to intervene or to react on what Professor Zask has just said. I would be happy to. Thank you very much. Yeah, please go ahead. So I was thinking about the concept of being a neighbor and how this would connect to loneliness, to dependency, to vulnerability, and then to what you both said about this as an important feature of democracy. Today in my economic justice class, I'm going to be talking about segregation in the United States, which formally ended in the 1960s, but exists in an even more intensified form today. So most neighborhoods, the kind of segregation that exists in urban centers in the United States effectively separates out people by racial groups, and not even by income, but strictly by racial groups, so that you are likely to live in a neighborhood where you are in the racial majority, whether you're white or you're Black. And this, I think, has profound implications for this discussion of neighborliness and democracy, because I think when something like structural racism is so deep within societies, that these concepts that I think political philosophers have relied on show their weakness, I think, because what does it mean to be in a neighborhood, to be a neighbor, when everyone looks like you, and when you profoundly reject help, solidarity with people who don't look like you? So I wonder about this, and I think connecting it to Arendt, and her discussion of loneliness, it's in the section of totalitarianism, which is one of the most, maybe surprising connections for people who don't know Arendt, at least. And she thinks that it's this experience of being isolated from other people and feeling like you cannot express who you are with these other people. You cannot act with them in the world. That turns you inward and prevents you from acting politically. And then, as Professor Scarantino said, this is the ground for fascism as it emerged in the 20th century. So I wonder if today, as we think about the impact of the pandemic on our cities, on our countries, it's important to even go in that deeper level and think about what social political structures actually prevent neighborliness, prevent us from connecting with each other in these ways that I agree with Professor Sachs is so important for democracy. Thank you. Thank you very much, Professor Parikh. Maintenant, on va aller d'essayer un peu de répercuter un peu les questions du chat. Je voudrais d'ores et déjà vous dire qu'il y a beaucoup d'appréciations sur vos présentations. Il y a beaucoup de messages de félicitations pour toutes vos interventions. Donc, il y a une question qui a été dirigée ou qui est dirigée vers le professeur Scarantino. La question est, est-ce que vous pensez qu'on est en train d'assister à une nouvelle forme de colonisation de l'homme à l'échelle globale? Je viens de répondre en ligne. Alors déjà, excusez-moi, je ne sais pas, je connais pas la personne qui a posé la question. Est-ce que je peux être pédant pour une fois?
Est-ce qu'on peut Je vous en prie, éviter de allez-y, allez-y, parler allez-y. d'hommes et parler d'êtres humains et utiliser un langage un peu plus sensible du point de vue du genre? Je crois que c'est important. Si la personne qui a écrit est jeune, ce que j'espère, je fais une petite leçon un peu pédante et je m'en excuse. Je ne crois pas, je viens d'écrire, je crois qu'il faut préférer d'autres termes. Colonisation, c'est peut-être pas le bon terme. Je préfère parler de subordination, voire de servitude, si vous allez vraiment dans le sens fort. Ça serait trop long. Alors, je crois que nous ne sommes plus dans une configuration dans laquelle nous avons des nations qui colonisent. Ça a été le passé, ça fait des dégâts, on les mesure encore aujourd'hui, mais je ne crois pas que la colonisation, qui est un fait propre des États nationaux, soit aujourd'hui un phénomène encore en train de se produire. Je crois en revanche que nous sommes dans une configuration où il y a des grandes entités, ce qu'on appelle des États-civilisations. J'aime bien parler de pôles impériaux qui produisent des formes de dépendance qui ne prennent pas forcément la forme de colonisation, mais qui risquent qui mettent à mal l'ordre démocratique comme nous l'avons connu dans l'histoire d'une partie considérable de l'Occident. C'est un peu ce que je crois. Et si je peux faire une référence à l'actualité politique, si vous me permettez, je crois que ce que nous observons aujourd'hui aux États-Unis, avec ce qui est en train d'arriver, et quelles que soient nos positions respectives, c'est que la présidence Trump nous a posé face à un dilemme et à une question essentielle, c'est dans quelle mesure un pouvoir qui se perçoit comme impérial est compatible avec la démocratie. Je crois que c'est une question qui est interprétée par l'attitude et le comportement et ce que nous observons de la part de l'administration sortante. Je crois que c'est là un peu je trouve que c'est là le cœur de l'évolution que nous connaissons dans le monde contemporain et qui évidemment met à mal les nations et les États et les communautés qui se sont construites sur l'idée de nation. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Merci beaucoup, professeur Scarantino. Je crois que la personne qui a posé la question est bien satisfaite de votre réponse. En fait, je relais les questions du chat parce que pour en faire profiter au maximum. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a une autre question qui est adressée au professeur Zask et Parek, qui est comment inclure des contenus en éthique biologique dans le contexte normal de la politique quotidienne civique dans laquelle on habite. Bon, c'est un peu philosophique, mais bon. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la question. Professeur Zask, vous voulez commencer? Vous avez coupé votre micro. Oui, voilà. Micro. Pardon. OK. Et je pense qu'une bonne manière de le faire serait de nous considérer comme une espèce comme une autre. C'est-à-dire que chaque espèce a quelque chose en propre. On dit les humains et les non-humains aujourd'hui. C'est très problématique. Aristote disait les hommes, les humains et les autres animaux. Ça, c'est déjà mieux comme expression parce que justement, il y a autant de différences entre une girafe et une fourmi qu'entre un être humain et la même fourmi, si vous laissez. Donc, en fait, penser les différences, c'est les penser à plein. Et je crois qu'il y a à justement intégrer dans notre représentation de nous-mêmes la pluralité qui lui fait jusqu'à présent profondément défaut. Donc, je crois qu'à partir de… Bon, évidemment, je vais reprendre parce que j'ai beaucoup étudié l'exemple de Noé dans la Genèse, dans mon livre Zoocities. Et je trouve que ça répond bien à la question qui est Noé. Noé n'est pas le gardien des animaux, il n'est pas le dompteur des animaux. Noé, il a quelque chose en propre à faire qui dépend de sa nature, en fait.
il doit construire l'arche et il doit s'occuper des animaux. Il est un peu comme Adam s'occupe du jardin d'Éden, et ben, Noé, il s'occupe des animaux. Il est là pour ça. Mais le lion, qui va défendre l'arche contre ses ennemis, par exemple, il a aussi quelque chose à faire qui est en propre. Et le corbeau ou la colombe ont aussi quelque chose, ont une tâche à accomplir qui est la leur, qui est de savoir, de déterminer le moment où la Terre réapparaît. Et donc, ce qui me semble important, c'est justement de considérer que chaque être a quelque chose en propre. Et que, je dirais justement, le voisinage, à mon sens, le voisinage ou peu importe, l'arche, elle est faite pour que chacun fonctionne suivant ce qu'il a en propre. Sa vertu au sens grec du terme. Et pour cela, il faut évidemment en finir avec l'idée qu'il y a d'un côté l'humain et de l'autre tous les autres, tout le reste, en quelque sorte. Il faut aussi en finir avec toutes les visions hiérarchiques de la nature, mais également toutes les visions monistes de la nature. Et donc, je pense que ça, c'est sinon, si on valorisait justement les compétences, si on peut dire, ou ce que les vertus, ce que chaque être a en propre, y compris au plan individuel. Par exemple, aujourd'hui, avec l'arrivée d'animaux en ville, s'épanouissent toutes sortes de disciplines, notamment l'observation de l'adaptabilité des animaux, de leur ajustement à des conditions de vie urbaines. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, on en arrive très rapidement chez les scientifiques à observer les comportements individuels. C'est-à-dire que les animaux à l'intérieur d'une même espèce n'ont pas tous le même comportement. Et certains ont, alors maintenant, on va parler de personnalité des animaux. Donc, je ne veux pas faire de l'anthropocentrisme, si vous voulez, mais il me semble qu'effectivement, considérer, on le sait bien, avec nos animaux domestiques, on peut avoir 10 chats dans sa vie, les 10 chats vont avoir un peu leur caractère, même s'ils se ressemblent. Si vous voulez. Donc, peu importe, si vous voulez, mais ce qui me semble important, justement, du point de vue éthique, c'est de considérer la pluralité des êtres et la pluralité de des choses qu'ils ont en propre et des modalités, donc, de la manière dont ils vont se relier au monde commun pour développer ce qu'ils ont en propre. Ça me semble le plus important. Ça, c'est l'écologie et la démocratie à la fois. OK. Merci beaucoup. Professor Parekh? Do you want to respond to this question? I'm not entirely sure I understand what biological ethics imply. So I'd like to answer the question in a slightly different way. I sometimes worry that there's an that science comes to dominate discourse on issues that are fundamentally moral and political. So if we take the pandemic, there's a sense in which there's an appeal to the authority of the epidemiologist about what we should do. And don't get me wrong, I am all for following the guidance of epidemiologists. I don't want anyone to misconstrue that what I'm saying is that we shouldn't be doing the things that we need to do in order to prevent people from spreading the virus and ultimately dying. Absolutely. But there's a way in which it sometimes feels very inhumane, unhuman. And it's, I think, the privileging of the biological in the sense of, it's purely science, it's purely reason, it's independent of bias. And that's true, but of course, when human beings need to interpret it and the way we need to understand it in our neighborhoods and our political systems, all of that needs to be framed together as a package. So, think about early in the pandemic, at least in the US, it was chaos, it was fear, we didn't know what to do. And all of a sudden, people were afraid to go to the grocery store. So we thought, okay, we're not going to the grocery store, we're going to have groceries delivered. I will keep myself biologically pure. I will not interact, I will not get the virus. And very few people went that second step and thought, well, who is then getting the groceries in the grocery store? Who is then doing this dangerous work of bringing the groceries to our home? And what does that mean for our society, that we have effectively a subclass of people who are disposable, who are who are so vulnerable in our society that they feel that they have to take on this role. So that to me is the political concept. It requires sort of moral thinking about what our actions mean in that situation. What does it mean to keep ourselves biologically healthy if it requires a sort of sacrifice of other biological life? And I think philosophy is good like that because it helps us to resist the reducing of problems to the dominant discourse of the day, whether that's biological or psychological, and really demands that we take seriously the ethical implications of what biology seems to ask of us and to include those all together. So again,
stay home, don't gather, wash your hands, but think about the moral implications of this and what we might be able to do then in order to be in solidarity with people who don't have as much freedom and as discretion as those of us who are able to make those choices and follow through with them. Thank you very much, Professor Parekh. Professeur Scarantino, vous voulez réagir à cette question ou bien je passe à l'autre? Ok, d'accord. Donc, j'ai juste un message de la personne qui avait posé la question précédente. Donc, elle dit qu'elle a 63 ans et qu'elle entendait une colonisation économique pour un pouvoir de riches et pas une colonisation nationale. Voilà, donc je me devais quand même de vous transmettre sa réaction. Voilà, donc j'ai une autre question pour tout le monde. C'est la pandémie mondiale n'était pas un accélérateur de l'histoire d'une société mondiale qui se Big Brotherise plutôt. Et comment résister avec le confinement et le terrorisme qui limitent nos libertés pour résister? Vous voulez que je répète la question? Donc, la question, c'est la pandémie mondiale n'est-elle pas un accélérateur de l'histoire d'une société mondiale qui se Big Brotherise et comment résister avec le confinement et le terrorisme qui limitent nos libertés pour résister? Voilà. Qui veut commencer? Professor Scarantino? I'm happy to, if you would like me to. Serena. Go ahead, Professor Parekh. Go ahead, Professor Parekh. You have the floor. Oh, did you mean me? Yeah. Okay. Yes. Sorry. So I think it's a really, really interesting question. And as I mentioned, my work has been primarily for the last few years on refugees. So I've been thinking a lot about the ways that the pandemic has impacted refugees and asylum seekers around the world. So to this question of, is this pandemic going to accelerate us into a global community? And if so, what kind of community? Is it going to be one dominated by technology, dominated by surveillance? Or are we going to go into the opposite direction and have more of a lockdown mentality? I wasn't sure about terrorism and what you were referring to particularly there, but that's certainly always something that is, circulating in many of our societies. So for refugees, what we found initially was that the lockdown closed borders, closed refugee camps to outsiders, stopped asylum seekers from crossing borders, and in many cases it was used as a justification to refool people to send them back to their home countries. And it seemed, at least for a little while, that the sort of nationalist framework had won out, that it was best if we all close our borders, if we stay within our countries, if we don't travel, if we shrink our world, if we become less global citizens. But it seems like that perspective gave way very quickly to another perspective, which was the cosmopolitan perspective, that said, at best, that was a temporary stopgap and an inefficient way to actually deal with the pandemic, because the pandemic was going to keep circulating as soon as people start to move. And so the idea that we could shut down the world and not interact was revealed to be a mythology, that couldn't be done. We could still harm people in various ways. That we can still, we can still send asylum seekers back because supposedly they are disease carrying and threats to our society, but that's revealed to now be a facade, so that our global our global world has this interconnection. Where it's going, I think, is a really interesting question, and I don't know the answer to that. I think when Professor Scarantino said the contemporary events in the US, I thought, I wonder which ones he's going to be talking about today. Which crisis that we seem to have gone through in the last few months will he be talking about? And so just to raise another big event in the US, which was the Black Lives Movement protests from the summer, which of course turned out to be a matter of global solidarity. And you have protests around the world in every single state in numbers that had been unprecedented in history. And so that speaks to a different kind of global community, a global community really united around a realization of a long enduring injustice and the need to rectify it.
this was all done at the level of the symbolic, at the level of the protest, the image, words, statues. And so it remains to be seen whether or not this will translate into actual structural change, primarily on the level of the economic. Or will this result in different economic distributions of burdens and benefits across the US and across other countries that also deal with legacies of racism and injustice? So it remains to be seen, and I can imagine it going in both directions. I can imagine it going in the direction that was described in the question of more surveillance, more limitations, less actual solidarity, and more just symbolic solidarity. And I can imagine, in my most hopeful moments, going in the other direction, this realization that we cannot have both a thriving global economy and one that's built on systemic racism that hasn't been addressed, where you're going to have these movements of people rising up over and over again and demanding more and more from their governments. So something has to go. And I hope, of course, it goes in this way of moving towards more justice and more, and not justice in just an abstract sense, but something that actually deals with the past and the harms that have been done. But of course, it also remains to be seen how we will deal with the aftermath of the pandemic and the catastrophic ways that some of our countries have dealt with it or failed to deal with it, and all of the death and the suffering and the economic damage that will be the fallout from this if, maybe in a few months, if we've moved beyond it. All those remain questions, I think, and things that I think, philosophy can help us understand, and especially to not be too reductive when we think about what the outcome will be. Thank you very much, Professor Parekh. Vous voulez essayer de répondre à ces deux questions, Professeur Zask et Scarantino? Professeur Zask, allez-y. En fait, voilà. Je pense que la pandémie est une crise écologique et je reviens à mes moutons, c'est-à-dire que il y a à considérer, je veux dire, les corrélations, même s'il a existé des quantités de maladies et des pandémies dans un passé même très proche, le fait est que cette pandémie-là, elle est liée à la destruction de l'habitat naturel des animaux et qu'il y aurait, d'après des calculs, 65 000 coronavirus en réserve. Et donc, je pense qu'il faut, à mon avis, il faudrait effectivement réinitialiser notre logiciel de compréhension de notre relation avec le monde. Clairement, aujourd'hui, il est vrai, moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec Lucas Scarantino, je ne pense pas que la tendance soit à un nouveau ou à un néocolonialisme, mais elle est très clairement à ce qu'on appelle l'accaparement, le land grabbing, et l'accaparement des ressources naturelles. Et l'accaparement par un très petit nombre de gens. Vous avez des gens qui achètent des plages, des vallées, qui achètent des montagnes, qui achètent des terres arables, qui achètent des forêts. Et les mêmes qui les détruisent, les achètent, se réservent, si vous voulez, et sanctuarisent des poches de nature pour assurer leurs arrières. Donc, on est quand même dans ce système-là. Moi, je pense que la question de l'accaparement est la question qui, évidemment, est à la fois le symptôme et la cause de la destruction de tous les équilibres écologiques. Et évidemment, le déséquilibre écologique sont toujours corrélatifs d'ethnocide, de destruction culturelle. Ça, on peut le voir à tous égards. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les animaux, et moi j'ai parlé des animaux parce que j'avais envie de toucher peut-être plus de gens, mais clairement, ce ne sont pas seulement les animaux qui sont des réfugiés climatiques. Il y a des centaines de millions de gens aujourd'hui qui sont des réfugiés climatiques, si vous voulez. Et ces réfugiés climatiques, où vont-ils aller? Comment accéderont-ils à la nourriture? Comment accéderont-ils à l'eau? Donc, je pense que la question, elle est fondamentalement écologique. L'écologie, disons, en tant que disons, pensée écosystémique des relations des gouvernements ou de la gouvernementalité humaine avec d'autres êtres, avec, je dirais, tout simplement leurs conditions d'existence terrestre. Voilà ce que je voulais dire. Merci, professeur Zask. Je donne la parole au professeur Scarantino. Oui, je voulais dire moi parce que je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. C'est évident qu'il y a une concentration. Accaparement, c'est un très bon mot, je trouve. Il y a une concentration de pouvoir, et ce pouvoir est économique, politique,
militaire, technologique et culturel. Et c'est évident que c'est typiquement ce qui définit un système impérial. Alors, je ne crois pas qu'on soit dans un système où on a un empire dans le monde, mais je crois qu'on s'organise vers une pluralité de quelques pôles qui ont ces caractéristiques communes. Et c'est évident que c'est eux qui font l'agenda. Alors, si je peux mettre, c'est un peu l'image que j'ai du monde dans lequel nous allons. Et dans un monde de ce type, le problème est quelle est l'organisation non seulement de la nature, mais aussi de la société, des deux. Quel type de société est compatible avec un monde de ce type? Et alors, je crois qu'il ne faut pas être dupe là-dedans. Et Serena parlait tout à l'heure, évoquait le mouvement Black Lives Matter, qui est un mouvement, je crois, enfin, personnellement, j'ai énormément de sympathie, je les soutiens à fond. Je crois que qu'il soulève un problème qui n'est pas uniquement américain, qui est un problème qui va bien au-delà des frontières du pays où il est né, ça c'est évident, mais en même temps, il faut voir très bien que c'est de là que l'agenda est dicté. Les mouvements ne naissent pas spontanément, aussi spontanément quand on le croit, à travers le monde, ils sont ancrés dans des territoires, dans des nations, dans des sociétés bien précises. Et ça, il faut le savoir. Ce n'est pas forcément mauvais. Un système impérial n'est pas forcément plus mauvais qu'un système nationaliste. L'histoire tend à prouver que c'est plutôt le contraire. Mais ça, chacun pourra penser ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais je crois qu'il faut être très clair à voir que ce que nous considérons comme des positions, des mouvements que nous soutenons ont quand même une origine. Et que donc l'agenda du débat international, il ne faut pas l'avoir comme naïvement spontané. Même si on la soutient, même si on s'y rallie, même si on lui attribue tout le support que, à mon avis, elle mérite. Je crois que c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est évident que la nature, l'environnement plutôt, se trouve dans une condition à peu près très semblable, où l'agencement de l'espace humain, donc de l'espace de la planète, est quand même dirigé de manière éclairée ou pas, chacun choisira, mais quand même dirigé par des tours de contrôle qui sont bien identifiables. Je crois que c'est le monde dans lequel nous vivons. On peut choisir de l'accepter, de s'y opposer, d'y résister, de l'accompagner, et ça, ce sont des choix individuels. Mais je pense que c'est la configuration du monde dans lequel nous sommes. Et je pense que, enfin, ça c'est en revanche ma position personnelle, le rôle des philosophes et des sciences humaines en général, autrefois on aurait dit des intellectuels, est d'accentuer la pluralité des expériences qui existent à travers le monde et d'accentuer et d'essayer de contrer la concentration des pôles, des centres et des lieux de décision, même si on soutient les décisions qu'ils prennent, même si on soutient l'agenda. Mais je crois qu'il est important de décliner ça dans une aussi grande diversité culturelle et pluralité culturelle que possible. Voilà. Merci beaucoup, professeur Scarantino. Je crois que professeur Parekh veut réagir à ce que vous venez de dire. May I add something? Yeah, sure. Professor Parekh, I'll just use just 2 minutes, to react thanks. on what. Just to add what Professor Scarantino just said, I think that's absolutely right, but I wanted to add something about Black Lives Matter. It is absolutely not a spontaneous movement. It was a movement, it was a grassroots organization that had been building, mobilizing people for 10 years. And it's a movement that's very interestingly built around a philosophy
radical Black feminist pragmatism. Deva Woodley has sort of put this out. So it's very much informed by philosophical principles like pragmatism and the tradition of Black feminist philosophy that has systematically built this movement that emerges, and it seems like it's spontaneous, and you're absolutely right that it's not. But I think it's a nice antidote to the sort of centristic mode of power that seems to exist in the world today, where it's very centralized. And I think these localized mobilizations of activism are very much possible, and in fact possible more and more because of globalization and interconnection and so forth. So I just wanted to add that as a role the philosophers can play in these kinds of movements, and many of us support very deeply and would like to see play a larger role in global politics. Thank you very much, Professor Parekh. Maintenant, il nous reste 7 minutes. 7. Donc, il y a une dernière question que je vais prendre du chat, et je vous demanderai juste, s'il vous plaît, de vous limiter à 2 minutes pour vos réactions. En réalité, la question est adressée au professeur Scarantino, mais bon, les autres peuvent éventuellement aussi réagir s'ils le souhaitent. La question est posée en anglais, c'est écrit « Is science becoming the new model of thinking nowadays? In other words, in the past, we needed spirituality, then technology, and maybe today we have science. » La science a été une partie considérable du modèle de pensée pendant des siècles, je crois à très juste titre. Je ne pense pas qu'elle épuise l'univers mental et intellectuel dans lequel nos sociétés se développent, mais elle joue un rôle central. Alors, d'autres aspects jouent un rôle tout aussi important, je crois qu'il faut le souligner, mais il faut surtout aujourd'hui se méfier, non pas de l'articulation entre sciences, culture, spiritualité, religion, etc., mais des attaques contre l'attitude scientifique. Je crois qu'une chose est dire que la science n'est pas la seule structure dans laquelle nous devons vivre, ce que je suis d'accord, une affirmation avec laquelle je serais d'accord. Autre chose est mettre à mal ou mettre en porte-à-faux les affirmations de la science qui sont valides, non pas par décision divine, mais parce qu'elles sont le fruit d'une expérience millénaire de l'histoire humaine. Et donc, nous savons que des choses fonctionnent et nous savons que la Terre est ronde, point. Puis, on peut décider que la Terre soit ronde par création divine ou pour des phénomènes purement physiques, mais on ne peut pas nier ces faits. Voilà. Je crois que c'est un peu ça. Professeur Zask, vous voulez réagir? Oui, je crois que c'est une question très très importante et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Lucas Scarantino. C'est que d'abord on dit la science, mais il faudrait dire les sciences. C'est aussi quelque chose à mettre au pluriel. C'est-à-dire que dire la science, c'est tout de suite s'opposer à tout ce qui n'est pas la science, hein, c'est-à-dire les savoirs vernaculaires, les traditions, les savoir-faire. Alors, ça s'est beaucoup vu vis-à-vis des paysans, comme si les paysans, ou les artistes même, enfin, disons, les paysans cultiveraient la terre en vertu d'une sagesse innée, alors que les ingénieurs agronomes, eux, seraient les experts qui savent faire. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. En réalité, les paysans ont des sciences, et d'ailleurs, on parle aujourd'hui de sciences paysannes. Donc, c'est très important de voir que la science n'est pas la propriété disons, des chercheurs experts et reconnus comme tels. La science, d'une certaine façon, elle est à tout le monde. Il faudrait vraiment, du coup, le mettre au pluriel et effectivement voir, et en plus, désacraliser les sciences, c'est-à-dire imaginer, enfin, voir dans les sciences le résultat d'une très vaste conversation qui, parfois, comme au GIEC à Genève, met en relation des chercheurs du monde entier. C'est magnifique ce qui se passe au GIEC. C'est vraiment, là, pour le coup, en termes de communauté ou de voisinage, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire, parce que vous avez des gens qui sont d'ailleurs dans des pays en guerre, mais qui se rencontrent là autour de cette physique des particules. Donc voilà, la science est une énorme conversation qui traverse les lieux et qui traverse les siècles, voire les millénaires, et la mettre en cause aujourd'hui sous prétexte que ce serait la science,
c'est juste de l'obscurantisme le plus fasciste du monde, à mon avis. Merci, Professor Zask. Professor Parikh, do you want to just try to answer this question? Just for 2 minutes maximum, please. Sure, I'll keep it brief. Okay, thank you. I agree with both of my fellow panelists, and I love the idea of thinking of sciences and pluralizing it and being very inclusive of what knowledge means. I would also love to stress that I wish people understood science more, because it isn't a divine inspiration that somehow they pronounce a truth and it's true for all times. It's a techne, it's a skill, and you test out a hypothesis and then it's right, and then new evidence comes along and shows that it's wrong. And I think during the course of the pandemic, we really saw how a misunderstanding of science could be harmful. Because of course, initially nobody knew what was going on, and people said, wipe down your groceries, don't walk outside. And then we found that that wasn't the case. Evidence was produced, it was studied, it was documented, a new consensus emerged, and people said, oh, science doesn't know anything, because it had been wrong in the past. And how can we listen to the experts anymore? They don't know what they're talking about. But of course, that's a misunderstanding of what expertise is and what knowledge is. And I wish people would appreciate that, because knowledge changes, and knowledge can change because we encounter things differently. Because as Professor Zask says, we listen to indigenous peoples and we realize they were right all along about certain things. And we understand more and more about the climate and the way our individual interactions profoundly affect sometimes and negligibly affect in other times the rate of climate change around the world. So I think, to tie it back to philosophy, and what's so great about the way philosophy demands that we think, is to be flexible and to be open and creative in our thinking, and understand that as human beings, we need to change and evolve, and that knowledge is this product that's constantly growing and developing, and hopefully for the best. But I think those of us who have been trained in philosophy are open to seeing things in these ways that I think is good. So we should be doing more philosophy to underlie science. Thank you very much, Professor Parikh, for this insight, for your insights. Merci beaucoup à tous. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Il se trouve que 2 heures, ce n'est pas suffisant et que on va essayer de poursuivre cette discussion la prochaine fois. Je voudrais dire un grand merci à tous les intervenants au nom de John et au nom de l'UNESCO tout entière. Vous dire un grand merci pour votre disponibilité, pour votre analyse, pour cet échange qui est extrêmement enrichissant. Je voudrais juste, avant de terminer, inviter les participants au prochain ou à la prochaine table ronde qui aura lieu à 16h, temps universel +1, donc sur les langages et de la pandémie, sur les langages de la pandémie. Le thème, c'est les langages de la pandémie. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, je voudrais inviter tout le monde à y participer. Encore une fois, un grand merci à tous. Le débat n'est pas clos. C'est juste un stop et on va continuer la prochaine fois. Merci beaucoup à tous. Merci. 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 Merci, professeur. Merci. Allez, au revoir. Thank you very much. Thank you, Professor Parikh. Thank you very much. Merci beaucoup, Professeur Zask. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Allô, Tara?